Monsieur le professeur, lors de notre dernier entretien, vous nous avez précisé que vous étiez monté à 16 900 mètres lors de votre seconde tentative dans la stratosphère. Vous avez également construit une nouvelle nacelle et je crois qu'il faut préciser que ces deux nacelles étaient les premières cabines absolument étanches pour aller dans la stratosphère. Oui, c'est la première fois qu'on a utilisé le principe de la cabine étanche gardant la pression atmosphérique normale pour aller dans des régions où l'atmosphère est irrespirable. Et je suppose que la construction de ces nacelles vous a demandé beaucoup de temps et beaucoup de soucis. Est-ce que vous voulez nous dire, d'abord, combien de temps avez-vous passé pour les calculs? Oh, c'est pas, c'est long. C'est long parce qu'il faut étudier beaucoup de petits détails. Oui, par exemple. Eh bien, mettons les fenêtres. Oui. Il y a des fenêtres, j'avais 8 hublots. Oui. Mais il faut éviter que le hublot intérieurement se couvre de buée. Alors pour isoler, il fallait avoir 2 fenêtres avec un espace d'air entre deux. Et il fallait une chose hygroscopique entre les 2 fenêtres pour que cet espace d'air ne fasse pas d'humidité. Et puis il faut que ce soit bien étanche. Oui. Et puis il faut qu'en cas de rupture d'une fenêtre, qu'on puisse la fermer instantanément avec un couvercle métallique. Et puis il faut que les portes soient faites de façon à ce qu'on puisse sortir rapidement. Donc la porte se ferme, c'est le couvercle qui se met de l'intérieur et qui est tenu par un câble extérieur et une seule vis. Et cette sphère en aluminium, comment était-elle composée? D'une seule pièce? C'est-à-dire faite 3 pièces de tôle d'aluminium, Oui. soudées, battues au marteau, sphérique, et soudées, les 3 pièces sont soudées ensemble, ça ne fait qu'un morceau. Combien de temps estimez-vous le travail nécessaire pour la préparation? Oh, je ne sais pas vous dire, mais il faut en tout cas 6 mois. Ça dépend si on sait exactement comment ce sera. Oui. C'est vite fait. Mais il faut temps... faire des essais. Tout, il faut en tout cas compter 6 mois, une année. Ça dépend de combien on a réfléchi d'avance. Parce que vous avez fait des essais sur des maquettes dans vos laboratoires avant. Pour certaines parties, pas pour la sphère. Là, j'ai directement adressé à l'industrie, mais il fallait encore trouver un constructeur. Ah oui, justement, je voulais vous demander, qui vous a construit cette nacelle? Eh bien, d'abord, je me suis adressé à la grande industrie de l'aluminium. Et là, on a refusé de faire. Oui, on a refusé. Ils n'ont pas dit, mais ils ont pensé, c'est un professeur qui est fou, il va se tuer, après il va réclamer que c'est faute de la cabine. Oui. Alors, finalement, je me suis adressé à un fabricant, en somme, qui faisait des cuves pour la bière. En Belgique, la bière se fermente dans des cuves d'aluminium. Oui. Et je n'ai d'abord pas dit de quoi il s'agissait. J'ai dit que je voulais une sphère, telle et telle dimension, telle chose. Alors, l'ingénieur discute avec moi, et finalement, il m'a demandé à quoi est-ce qu'elle doit servir. Est-ce qu'il y aura de la pression intérieure? C'est non, intérieure, pression ordinaire. Extérieure, il y aura la dépression de la stratosphère. Et moi-même, je serai dedans. Alors, il a cherché le directeur il a vu que c'était plus sérieux. Et ils ont fait la cabine. Et vous n'avez pas eu de difficulté lors du transport de la cabine de Belgique en Suisse? Non, ça c'était en camion, ça c'était très facile. Oui. Je dis ceci parce que je crois que le départ de la seconde expérience a eu lieu à Dubendorf. À Dubendorf, parfaitement. En 1932. Parfaitement. Pour quelle raison Dubendorf? D'abord, j'avais M. Tillenkamp qui s'est offert d'organiser tout le départ avec tous les hommes et tout ce qu'il faut à partir de Zurich. C'est une raison, il a très bien fait ça. Et ensuite, la première fois à Augsbourg, nous avions eu des ennuis avec le vent. Oui, vous nous l'avez raconté. Dans une plaine haut plateau de Bavière, est très souvent balayé par les vents. Et je savais, parce que je connaissais Zurich, que Dubendorf est dans une cuvette, et que s'il fait beau temps, une nuit claire, l'air de la cuvette se refroidit par rayonnement. Et le matin tôt, il n'y a pas trace de vent parce que l'air froid reste au bas de la cuvette. Si bien que vous pouvez monter verticalement. On peut monter verticalement, on ne risque pas d'être... Il ne s'agit pas de monter, il s'agit de gonfler le ballon et ne pas être ennuyé par les coups de vent qui peuvent venir. Alors il fallait partir avant au lever du soleil, pas plus tard. Et vous avez dit qu'il fallait qu'il fasse beau. Avez-vous attendu quelques jours? Oh oui, ça a duré, je sais pas, ça a duré, 3 semaines, je crois. Une fois, nous croyons que le temps était tout à fait beau. L'après-midi, encore tout beau, on a commencé à sortir le ballon quand j'ai reçu un coup de téléphone de M. Jomot, le météorologue belge de Bruxelles, qui m'a annoncé que je pouvais avoir des orages la nuit. Et on a on a tout de suite replié le ballon. Qui était déjà gonflé? Non, pas gonflé, mais on le sortait déjà. C'est ça. Malgré les protestations de la presse, qui trouvait que c'était beau temps qu'il fallait partir, et la nuit, on a eu l'orage et la pluie. Vous avez dit que pour que le départ puisse avoir lieu à la verticale, il fallait partir très tôt le matin. À quelle heure vous envolé? À 5 heures du matin. 5 heures du matin. Et vous avez atterri à quelle heure?
12 heures après, à 5 heures d'après-midi. Très exactement 12 heures Oui, après. exactement 12 heures. Donc 16 900 mètres. Comment avez-vous pu mesurer cette altitude? C'est très simple. Il y a deux moyens. Nous avions des baromètres. Oui. Du reste, baromètre, barographe, scellé, contrôlé, n'est-ce pas, étalonné et scellé par l'aéroclub. Et d'après la dépression, on peut calculer exactement l'altitude à condition que l'atmosphère soit ce jour-là normale, c'est-à-dire d'après la moyenne. Et d'après cette formule, nous sommes arrivés à 16 200 mètres. 16 200. Et alors, D'autres- pourquoi 16 900 alors? Alors, attendez. Depuis la Terre, on peut avec le théodolite aussi observer. Ah oui. Alors, on est indépendant des erreurs de baromètre. Et il se trouve qu'il y avait un ingénieur topographe dans les Grisons qui nous a vu passer, il a une idée, il a téléphoné à deux autres qui étaient dans deux parties différentes des Grisons. Le ballon Picard passe au-dessus du canton, prenons-le de minute en minute. Et de minute en minute, chacun avec théodolite relevait à élévation azimut du ballon. Après, c'est un simple calcul qui a montré toute le trajet du ballon. Et c'est ainsi que vous êtes arrivé à cette altitude de 16 900 mètres, qui est l'altitude officielle, je crois. Non, officiel, c'est les 16 200. Je vous imagine dans ce ballon. Je suis certain que vous vous livrez à vos travaux scientifiques. Vous devez certainement aussi regarder par les hublots. Et je voudrais savoir quel est votre horizon terrestre. Que voyez-vous? Eh bien, on peut calculer facilement que si l'atmosphère était parfaitement pure, Oui. on verrait depuis cette altitude à 450 km de distance. À 400. C'est-à-dire qu'on verrait en tout une surface circulaire de 900 km de diamètre. 900 km de diamètre. Donc, on pourrait voir une distance, on pourrait voir simultanément Londres et Milan, par exemple. Oui, ça doit être ça. Si on était en France, du coup, dans les environs de Dijon ou Nancy, je ne sais pas exactement, Au-dessus, c'est ça, oui. on verrait l'air calme, tranquille, enfin, sans brume, on verrait Londres et Milan en même temps. Et quelle surface de terre, alors, voyez-vous? Eh bien, un cercle de 900 km de diamètre, ça fait à peu près la surface de la France. À peu près la surface de la France. Est-ce que, à cette altitude-là, on peut voir le rayon de courbure de la Terre? Probablement qu'on le verrait si on regarde exactement avec une règle, on pourrait certainement le constater que la Terre est courbe. Mais à travers le hublot, nous n'avons pas remarqué, ça ne frappe pas. Est-ce qu'à pareille altitude, l'attraction terrestre diminue déjà? Est-ce que c'est sensible? Ça dépend des instruments. On perd 1 pour 1000 du poids en montant de 3000 mètres. Nous avons donc un demi% de perte. C'est-à-dire sur 100 kg, on perd un demi-kilo de poids. Avec une balance dynamométrique à leur sort, on pourrait parfaitement le constater. Et quelle température avez-vous eu à cette altitude? Eh bien, l'extérieur a des températures dans la stratosphère qui sont entre 50 et 70 degrés de froid. Et l'intérieur ça dépend de la couleur du ballon, de la nacelle. Couleur de nacelle, oui. Si la nacelle est trop foncée, on a trop chaud. Si elle est trop claire, on a trop froid. Comment se faisait la régénération de l'air à l'intérieur de la nacelle? Oh, c'est très simple. On doit absorber l'acide carbonique qu'on respire, qui deviendrait toxique. C'est l'essentiel. En outre, on ajoute l'oxygène qu'on a employé. Est-ce que cette nacelle était absolument étanche ou est-ce qu'il y avait quelques fuites d'air? Oh, il y avait peut-être un petit peu de fuite, il n'y avait pas de mal parce que j'ai laissé baisser la pression. La première fois, il y avait une fuite par accident. Mais la seconde fois, ça tenait bien. La pression, je crois, baissait lentement, mais comme on a un excès d'air et d'oxygène qu'on donne, il n'y a pas de mal de perdre un petit peu. À quelle altitude avez-vous fermé le trou d'homme? Fermé. À fermer. En montant, la première fois à Augsbourg, nous étions partis fermés. C'était une faute. Et pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas surveiller, Ah, on bien ne pouvait sûr. pas contrôler les cordes et tout. Il y a eu des fautes qui ont été commises. La seconde fois, je suis parti cabine ouverte et je n'ai fermé qu'à 1500 mètres d'altitude. Et à quelle altitude avez-vous réouvert le trou En d'homme? descendant un peu en dessous de 4000, je crois 3900. Un peu en dessous de 4000. Mais alors vous avez dû opérer une compensation d'air. C'est-à-dire, on voit donc le baromètre extérieur qui montre la pression augmente tout le temps pendant la descente. Et à l'intérieur, on a une pression normale, on ouvre un robinet, sans que la pression intérieure baisse lentement.
Et au moment où il y a égalité de pression, à un moment exact, quand les deux manomètres donnent la même chose, on ouvre la porte. On peut l'ouvrir, parce que je pense qu'avant, il était impossible de... Avant, on ne pourrait pas l'ouvrir. Aviez-vous la radio à bord? La seconde fois, oui, nous avions la radio. Et vous aviez contact permanent avec le sol? Non, nous n'avons pas. Tout le temps, nous avons eu des rendez-vous toutes les 2 heures, je crois. Pour ne pas user les batteries, je pense. Oh, et puis, par exemple, autre chose à faire. Écoutez, on avait observé, et puis ensuite, on voulait aussi voir un peu la vue, vous savez. Eh bien, justement, je suis heureux que vous me disiez ça, monsieur le professeur, car je voudrais maintenant ne plus m'adresser aux savants pendant quelques instants, mais à l'homme. Quelle a été votre impression d'homme à pareille altitude? C'était grandiose. Il faut dire déjà qu'une ascension en ballon ordinaire libre est parmi les plus belles choses qu'on puisse voir. La vue qu'on a et la tranquillité, le calme, on passe tranquillement au-dessus de tout le pays, on voit les arbres qui sont plus ou moins pliés par le vent, soit même on ne sent aucun vent, et on ne sait pas où on va. Et je trouve ça c'est très joli en ballon, parce que c'est l'aventure. On sait qu'on atterrira en tout cas, et quand on part de Suisse, il n'y a pas de danger de mer en général. Donc mais ce sera la surprise. Est-ce qu'on arrivera là-bas? Est-ce qu'on arrive dans une forêt, près d'une ferme, près d'un village? Et c'est très joli. Alors, en ballon stratosphérique, la vue est grandiose. La première fois, nous avons eu des nuages. Et c'était très beau de voir les nuages par haut. Vous connaissez les nuages vus d'en bas. Bien vu d'en haut, c'est une mer de brouillard avec ces gros cumulus qui montent à 6000 mètres ou 8000 mètres. Nous étions au-dessus. La seconde fois, il n'y avait pas de nuages du tout. Vue très étendue. Au-dessus de la Suisse, la première fois, nous étions au-dessus du Tyrol, que je ne connaissais pas. Alors, c'était de beaux sommets, mais c'est tout. Tandis que la seconde fois, c'était Suisse, passé de Zurich, Rapperswil, Coire, Bernina, Lac de Garde. Eh bien, j'ai vu toute une grande partie des Alpes suisses, beaucoup de sommets que je connaissais où j'avais été, et d'autres sommets que je connaissais de nom. Et de voir tout ça, d'identifier les différents sommets, c'était tout ce qu'il y a de plus beau. Vous avez eu le temps de vous en occuper? Malheureusement, pas beaucoup. Pas assez à votre goût? Pas assez. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas tout regardé. Je ne peux pas même vous dire si on voyait le Mont Blanc. On le voyait certainement, mais je n'ai pas regardé le Mont Blanc. Il faut dire que pendant ce temps, on faisait mesure et qu'il ne fallait pas secouer, il ne fallait pas se déplacer pour ne pas gêner l'électromètre. Sauf que j'étais à une fenêtre, je regardais pas une fenêtre, mais je ne voulais pas aller aux autres hublots pour regarder dans d'autres directions. Et qui pilotait? C'était vous? C'était moi qui pilotais, c'était la seconde fois. La première fois Kipfer, la seconde fois Cousins qui faisait l'observation. Qui faisait les mesures. Vous redescendez, vous atterrissez au nord de l'Italie, je crois. Oui, près du lac de Garde. Près du lac de Garde. Quelle a été la réception au sol? Oh, c'était très joli. D'abord, avant d'arriver au sol, déjà, on ouvre la nacelle, donc, on a le guide-robe qui pend, et il est avantageux qu'on vous le tienne. J'ai vu des hommes accourir, et j'ai crié en italien, Prego tenere la corda. Et savez-vous ce qu'on a répondu? Non. Joher Professor haltet sen show. Non, c'est pas possible. C'était un ingénieur suisse, un Suisse allemand, Zweifel, un glaronné, qui était dans la contrée, qui a vu le ballon descendre et qui est arrivé au moment de l'atterrissage. Ce n'étaient donc pas les personnes qui cherchaient à vous poursuivre? Non, ceux-là sont restés loin en arrière. Mais je crois que les Italiens vous ont fait également une belle réception. Ah, ils étaient tout ce qu'il y a de plus. Ils étaient italiens, mettons. Oui. Alors ça veut dire qu'on était bien reçus. Le ministre de l'Air, Italo Balbo, est venu lui-même en avion. Il nous a reçus. Enfin, nous plutôt, il est venu, nous en avons atterri le lendemain. À un moment donné, il m'a demandé qu'est-ce que vous faites. Je lui ai dit, nous retournons en Suisse. Est-ce que vous connaissez l'Italie? J'ai dit non, très peu. Connaissez-vous Venise? Non, je ne connais pas Venise, mais alors, il faut aller voir Venise. Excellence, je n'ai pas le temps. Eh bien, moi, comme ministre, je vous défends de quitter l'Italie avant d'avoir Venise. J'ai mon avion ici. Cet après-midi, je m'en vais vous conduire par avion à Venise. Et nous avons été à Venise voir Venise. Monsieur le professeur, quels ont été les résultats scientifiques de ce vol stratosphérique? C'est très simple, 2 choses. D'abord, le rayonnement cosmique dont j'avais supposé être n'existait pas. C'est dommage, mais en fait, c'est une expérience. Une hypothèse qui s'est révélée fausse, mais il fallait quand même la vérifier. Un résultat négatif qu'il était indispensable d'acquérir. Qui était pour moi, je pense cette possibilité qu'il y ait un fort rayonnement gamma. Il y avait un peu de gamma, mais très peu. Ça fait beaucoup moins que ce qu'il y aurait eu si ma hypothèse avait été juste. Mais alors, l'autre aspect de cette expérience? Alors, c'est la cabine étanche qui va bien.
Les sceptiques qui ne voulaient pas qu'on ait des cabines, qui croyaient que c'était impossible, refusaient, ont vu que ça allait. Et puis à peine je suis arrivé, déjà la première fois, plusieurs constructeurs d'avions ont intéressé à cabines étanches. Et vous savez que depuis, on fait des cabines étanches pour les avions. Vous avez vraiment été un précurseur dans ce domaine, car actuellement, je crois qu'il n'y a pas de vols internationaux qui ne se font pas dans la stratosphère. On a toujours avantage à monter dans la, pas tout à la stratosphère, substratosphère, dans la haute troposphère, pour avancer plus vite avec moins de résistance et pour avoir le beau temps. Il faut bien dire, une fois qu'on est là-haut, la météorologie n'existe plus. Vous n'avez fait aucune tentative pour remonter dans la stratosphère après celle de 1932, mais il y a eu d'autres tentatives. Il y a eu celle de votre frère Jean, dont nous avons parlé déjà. Il a notamment fait une chose très intéressante dont vous pourriez peut-être nous parler rapidement, c'est sa Pléiade. Oui, il a montré que si on veut monter très haut, jusqu'aux environs de 30 000 mètres, qu'il y a avantage, on peut calculer avantage d'avoir un grand ballon, d'avoir une multitude, une centaine de petits ballons. Une grappe de ballons comme on en voit sur les champs de foire. Parfaitement, de ballons plus grands que ça. Bien entendu, mais en fait, il a fait une ascension en petite altitude avec 100 petits ballons. Oui. Mais alors, pour redescendre... Eh bien, il a un pistolet et quand on veut descendre, on doit tirer contre les ballons pour crever un ou deux ou trois ballons et puis alors on descend. Donc il n'y a plus de soupape. Ah non, soupape est impossible. Mais y a-t-il eu d'autres tentatives dans la stratosphère? Ah oui, vous savez que les Américains ont fait un grand ballon, l'Explorer, qui est monté à 22 000 mètres. Ah oui. Et la première fois, il s'est déchiré en route parce qu'il avait été plié d'une autre façon. Seconde fois, très bien été. Les Russes ont fait une ascension un peu plus haut que moi, qui ont très bien réussi. Et puis la seconde fois, ils ont fait il y avait des petites fautes de construction, manœuvres, et ils sont bien montés à 22 000 mètres, mais à la descente, la cabine s'est détachée du ballon. Alors, ils avaient parfaitement des parachutes qu'il faut avoir en ballon stratosphérique, parce que tout est si léger, le matériel, qu'on sait que ça peut arriver. Donc ça pouvait arriver. Mais ils n'ont pas eu le temps d'ouvrir en tombant, d'ouvrir la porte, parce qu'ils avaient 24 boulons à l'autre d'or. Oui. Ça montre, en fait, il faut que les détails soient justes. Il faut être très critique. Et critique. Toujours savoir où sont les fautes, pas dire, ah, pas ça ira. Il faut se dire, est-ce que ça pourrait aller mal? Quand on voit le problème, on trouve une solution. Eh bien, monsieur le professeur, si vous le permettez, nous verrons très bientôt de nouveau cet esprit critique à l'œuvre, car je crois que dans notre prochain entretien, vous voudrez bien nous parler de vos expériences au large de Capri et dans la baie de Ponza, vos expériences avec votre bathyscaphe. À bientôt, monsieur le professeur.